Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Un petit mot avant de démarrer cet épisode pour vous informer que Tip & Shaft Connect revient pour sa 9e édition le 2 avril, cette fois-ci à Lorient, plus précisément au Palais des Congrès. Au menu, une journée d'échange autour des enjeux économiques et RSE de la voile de compétition. Pour les infos et les réservations, c'est sur le site tipandshaft.com ou sur nos réseaux sociaux. Par ailleurs, le Sailors Film Festival présenté par le CIC est également de retour avec une première date pour l'édition 2025 le 5 mars au Grand Rex, avant une tournée dans toute la France, au programme des films inédits et exclusifs et sur certaines dates la présence des marins sur scène. Infos et réservations sur le site sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans le 204e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 10 mars et nous allons parler aujourd'hui d'Ocean 50, une classe de bateau qui a récemment dévoilé son calendrier de la saison 2025. Pour nous accompagner, 2 skippers qui étaient présents sur le circuit l'année dernière et cherchent à boucler leur financement pour remettre ça en 2025. Le premier est un habitué de Pause Report. Il se trouve chez lui du côté de Marseille. C'est Christopher Pratt, skipper de Wind of Trust Fondation pour l'enfance. Salut Christopher. Salut Alex, salut Laurent, salut à tous. Le second est à la barre de l'Ocean 50 Montbonnet Rose. Il a débuté l'an dernier sur le circuit et chez lui du côté de Lanester. Salut Laurent Bourgas. Ouais, salut à tous et merci pour l'invitation. Salut Alex et Chris. Messieurs, avant d'échanger avec vous, je vais faire un petit rappel sur ce circuit Ocean 50 Series qui a été bien animé l'année dernière avec 5 courses au programme. 3 actes en forme de Grand Prix à Saint-Malo, Pornichet-la-Baule et Sainte-Maxime et 2 nouvelles courses au large. La route des Terre-Neuve en août entre Saint-Pierre et Miquelon et la baie de Saint-Brieuc et la Medmax fin septembre entre Port-Camargue et le complexe touristique de Saïda, ressortent au Maroc. C'est Primonial emmené par Sébastien Rogue qui a terminé en tête du classement général de ces Ocean 50 Series, devant Coesio d'Erwan Leroux et Réalité de Fabrice Caillerc. Laurent, toi tu as terminé 8e sur Montbonnet Rose, Christopher 10e, sachant que tu n'as disputé qu'un Grand Prix à Pornichet et que tu as terminé la route des Terre-Neuve avec une partie du flotteur bâbord de ton bateau arraché à l'avant. Pour cette nouvelle saison, les Ocean 50 Series comprendront 4 actes, 2 Grands Prix en juin à Saint-Malo et à Concarneau, la Rolex Fastnet Race en juillet et la Transat Café l'Or, nouveau nom de la Transat Jacques Vabre, fin octobre. Comme vous l'avez peut-être lu dans un des derniers numéros de Tip & Shaft, le plateau a évolué cette saison, avec notamment le regroupement de Mathieu Perrault et Sébastien Rogue au sein de l'Inter-Invest Sailing Team. Un nouveau bateau à venir, Edenred, avec Basile Bourgnon et Manu Leroc aux commandes, et sans doute un autre nouvel arrivant en la personne d'Erwan Le Draoulec. Quant à vous, Christopher et Laurent, votre participation est conditionnée à la finalisation de vos budgets respectifs. On va bien évidemment en parler ensemble. Mais avant de commencer, si vous voulez bien, on va parler d'actualité de Vendée Globe. La 10e édition est officiellement terminée puisque le dernier marin en mer, Denis Van Weinberg, a bouclé son tour du monde samedi dernier en 117 jours, mais n'est pas classé parce que la ligne avait fermé 24 heures plus tôt, ce qui a donné lieu à quelques débats. Est-ce que pour vous, l'un comme l'autre, est-ce qu'il y a matière à débat? On va commencer. La question piège. Qui veut commencer? Christopher. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a matière à débat, oui et non. Au final, il a les lauriers du dernier, comme tous les derniers du Vendée Globe l'ont eu, et personne retiendra vraiment le fait qu'il est classé ou pas classé. Il a terminé la course dans les règles de l'art, et donc voilà, pour moi, il y a pas vraiment de débat. Après, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut mettre une limite de temps. Elle était à cet endroit-là, et je crois que même lui, il le disait encore ce matin sur France Inter, respecte tout à fait ça, et ça n'enlève rien au fait qu'il a bouclé son tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. Donc
Je dirais plutôt pas de débat. Laurent, même longueur d'onde? Ouais, je suis carrément raccord. Je crois qu'il a une belle arrivée, les encouragements de la communauté. J'ai vu passer pas mal de messages là-dessus. Et non, voilà, on peut souligner qu'il a fini la boucle avec pas mal de pépins, je crois. Donc bravo à lui, hein. Christopher, Laurent, vous êtes l'un comme l'autre, vous avez été très, très lié à l'IMOCA. Christopher, toi, tu as accompagné sur cette campagne Maxime Sorel. Malheureusement pour lui, le premier a abandonné à cause d'une blessure à la cheville. Qu'est-ce que toi, tu as retenu de cette 10e édition du Vendée Globe, Christopher? Oui, alors petite précision, c'est vrai que j'ai accompagné Maxime, mais surtout sur sa route du Rhum et sur notre année Transat Jacques Vabre, qui était vraiment une super année avec une équipe géniale autour de VNB Montbana Mayenne. Et puis là, sur ce Vendée Globe, j'ai surtout aidé Holcim et Nicolas Luneven, dont j'étais le skipper remplaçant, et puis je les ai aidés sur la préparation finale. Et puis j'avais aussi un poste de skipper remplaçant chez Groupe Dubreuil avec Sébastien Simon. Donc ouais, une course absolument palpitante que nous on a suivi de près avec l'équipe, d'aussi près que vous, avec l'équipe d'Offshore Social Club. Et moi je me suis régalé à suivre forcément la bataille acharnée, on va dire du groupe des 10 premiers, avec un niveau complètement incroyable. Et puis un taux d'abandon vraiment hyper faible, hein, comme on n'en a jamais vu sur une édition du Vendée Globe, ce qui montre le niveau maintenant de préparation de tous les teams et des skippers. Donc c'était vraiment une édition sportivement vraiment hyper chouette à suivre. Est-ce que tu as été surpris par la performance de Sébastien Simon, dont tu étais le skipper remplaçant, hein? On l'a souvent dit, il n'était pas forcément donné sur le podium avant le départ, hein. On a tous fait nos pronostics, toi y compris, Christopher. Est-ce que tu as été surpris? Quel regard tu portes globalement sur son Vendée Globe? Ben oui, effectivement, j'avais un 2 sur 3 sur mon pronostic du podium. Comme beaucoup, je pense que c'était Sébastien, il était clairement dans les outsiders. Il a vraiment eu une préparation très compliquée et a fait preuve d'une résilience incroyable durant ces 4 années, avec en plus des blessures, un dématage, enfin des péripéties incroyables. Et je crois il a fait une course assez remarquable avec une grosse prise de risque comme Charlie au moment de la dépression, de la fameuse dépression des Kerguelen, et ça lui a donné un avantage vraiment décisif sur le reste du paquet des outsiders. Et donc je pense que c'est un podium mérité. On peut pas dire que ce soit vraiment une surprise parce que le couple bateau skipper était vraiment bon. Mais c'est vrai que c'était peut-être pas dans ce groupe-là des outsiders, celui qu'on mettait le plus facilement sur le podium. Laurent, toi, tu as été directeur technique au sein de l'équipe TR Racing de Thomas Ruyant. Tu as aussi couru la dernière Transat Jacques Vabre avec Damien Séguin sur Groupe Apicil. D'un point de vue plus technique, quels sont un peu les enseignements que toi tu tires? J'imagine que tu as regardé, toi, tu as suivi ce Vendée Globe de près avec peut-être un côté un peu plus technique. Quel est le regard que tu portes sur cette 10e édition? Ouais, alors contrairement à Chris pour cette édition, j'étais pas en interne d'une équipe. Du coup, c'est vrai que quand on regarde les news tombées via les communiqués de presse ou sur les WhatsApp enfin, qui sont publics, on va dire, on regarde toujours ça avec attention parce je sais lire entre les lignes aujourd'hui, mais on n'a pas quand même le détail de ce qui se passe à bord. Donc c'est vrai que j'ai pas pu avoir ce retour technique en live. Alors je commence à l'avoir parce que je m'intéresse un petit peu à ce qui s'est passé et puis on a les échos en discutant après coup. Euh, mais ce qu'on a pu voir, c'est moi de l'extérieur, c'est que il y a eu vraiment l'avènement des foilers, hein, pour cette édition, ce qui n'avait pas été le cas il y a 4 ans, moi quand j'étais en poste encore avec Thomas, et on avait tous été un peu frustrés forcément de voir que ces foilers qui avaient un potentiel de dingue n'avaient pas réussi techniquement à tenir la cadence et avaient tous cassé et fini un peu estropiés. Ils avaient quand même terminé la course, mais pas dans leur potentiel. Et là, 4 ans plus tard, il y a eu aussi beaucoup de casses, hein, à souligner sur l'ensemble des courses préparatoires, si on peut appeler ça comme ça, avant Vendée Globe, hein. Pendant 4 ans, il y a eu encore beaucoup de bateaux cassés, des fonds de coque notamment, jusqu'encore quelques semaines avant le départ. Je sais que ça réparait et ça renforçait partout dans toutes les équipes. Les bateaux, ils ont pris à peu près 1 tonne, hein, entre
les mêmes bateaux hein, entre il y a 4 ans et cette édition, donc c'est une tonne de renfort, hein, enfin à la grosse. Parce que quand on renforce, on alourdir le bateau, du coup, il faut ralourdir le bulbe. Enfin, c'est un espèce de mauvais cercle vicieux. Et puis, plus un bateau est lourd, plus il casse, donc plus il faut qu'il soit costaud. Donc, c'est les architectes, ils sont contents de faire des bateaux légers. Donc là, c'était un petit peu l'escalade à la casse. Et donc, tout le monde, en fait, a cassé. On a pu voir qu'ils ont tous cassé ce qu'il fallait avant le Vendée. Et donc pendant la course, finalement il y a eu assez peu de casses pour ceux qui ont tenu des cadences absolument folles. J'étais le premier étonné de voir ces moyennes tenir pendant des jours et des jours sans, avec le matos qui tient. Hein. Alors bon, il y a eu des voiles, il y a eu quelques câbles, il y a eu comme des choses, mais globalement c'était assez impressionnant de voir des moyennes là de 24 nœuds et demi pendant des heures entières et des jours entiers. Donc non, je pense qu'il y a eu une vraie étape de passé sur l'apprentissage dans les teams, au niveau des architectes, ceux qui calculent. Après, il faut voir voilà où ça va s'arrêter. C'est toujours pareil. Je sais que dans la classe, ils ont tous été d'accord pour pas passer sur des bateaux complètement foiler, notamment avec les safrans hein, en T, qui a été repoussé encore pour donc l'édition prochaine, il n'y en aura pas et ça sera rediscuté pour peut-être celle d'après. Mais on sait que ça sera le prochain step à passer. Les bateaux vont prendre encore 5-6 nœuds avec ces safrans en T. Donc tant que ça vole, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand ça se casse la gueule, c'est là qu'on casse du matos. Donc il y aura une nouvelle ère qui s'ouvrira s'ils décident de le faire. Mais voilà, là franchement on a eu là tout ce qu'on attendait sportivement, on l'a eu en effet avec un groupe de devant qui était à un niveau tous assez équivalent en termes de préparation technique de bateau, en termes de budget, en termes de niveau sportif aussi, en parlant des skippers. Et voilà, il y a eu un phénomène météo en effet qui a fait une petite scission, qui a créé un vrai avantage aux 3 premiers. Et du coup, il y a eu après, voilà, différents groupes. On va pas refaire la course ici, mais c'était assez passionnant après de suivre chaque petite course dans chaque groupe et même dans les bateaux à dérive, il y a eu une très très belle bagarre hein, qui a souligné quand même. Voilà, et puis on peut mettre la performance des derniers aussi en relief avec celle des premiers hein, qui ont été assez impressionnants parce que ceux qui sont derrière en fait ils galèrent aussi donc c'est dur de tenir dans la durée et de finir ce tour du monde. Voilà, les derniers ont mis 2 fois plus de temps quasiment. Ouais, carrément. Ouais. Voilà, faut rester quand même 2 fois plus longtemps en mer. Sportivement, il y a plus trop d'enjeux, donc faut s'accrocher quoi. Et ça, c'est aussi à souligner ce côté aventure. Ça me fait toujours autant rêver. Christopher, toi, tu connais aussi bien les IMOCA, hein. Tu as navigué longtemps avec Jérémy Biou sur Charal, sur VNB Mont-Banamayan avec Maxime, tu le disais, avec Nicole Lundven sur Holcim PRB. Qu'est-ce que toi, tu as noté au niveau des comportements des bateaux, des différences de carène, de plan? Est-ce que finalement, tu as noté des différences importantes? Si toi, tu aujourd'hui devais faire un bateau, tu saurais dans quelle direction aller? Oui, c'est sûr que le gros changement sur cette édition par rapport à l'édition précédente et donc la génération, bateau, 2020 avec la génération 2024, c'est que, on a enfin, remis, le confort du skipper, au centre du design. Donc ça, c'est quelque chose que certains, architectes, enfin couple architecte, team skipper ont vraiment bien fait. Je pense évidemment à Charlie, à Johan, hein, dont j'aime vraiment beaucoup le design du cockpit, à Malidia aussi, avec qui j'ai navigué sur The Ocean Race. Et donc, je pense que ça, on s'est rendu compte qu'on était arrivé à des niveaux de vitesse, de choc dans les vagues, qui étaient tels qu'il fallait prendre en compte cet aspect-là. On voit apparaître de plus en plus des sièges sur vérin. Et donc des ceintures de sécurité aussi, que ce soit sur la bannette ou sur le siège. Donc ça, je pense que c'est vraiment en termes d'ergonomie le gros shift qu'on a pu voir sur cette édition-là.
Et puis après, sur les formes de carène, on avait remarqué que sur les formes de carène 2020, on était sur des choses qui fonctionnaient très bien sur mer plate et des bateaux qui allaient très vite sur mer plate, mais qui très vite avaient des performances extrêmement dégradées dès que la mer devenait formée. Et donc là, le job des architectes, à la fois sur les formes de carène et aussi sur les formes de foil, les profondeurs de foil, a été vraiment travaillé sur cette édition. Et donc, on a des carènes qui sont un peu moins tendues et qui passent beaucoup mieux dans la mer, avec des attitudes bateau qui enfournent beaucoup moins, ce qu'on appelle du trim, hein, voilà, un trim qui permet de passer dans la mer. Donc ça, c'est vraiment, en règle générale, ce qui a été travaillé sur cette génération-là de bateaux, plus ou moins bien selon les teams. Et puis après, la bataille des architectes, il y en a plein, mais celle qui est peut-être celle qui illustre le mieux les différentes philosophies, je pense que c'est celle des deux premiers. Et donc le couple d'Alain Verdier qui a misé un petit peu de manière assez classique, hein, sur le fait que ce qui est important, c'est d'être en tête au large du Brésil au moment où les dépressions australes se forment, donc au large de Cabo Frio, parce que potentiellement ça peut nous permettre de partir avec un front, ce qui a été le cas, hein, des 8-10 premiers, et donc de créer un avantage décisif en changeant de système météo. Ou alors une carène type celle de Johan, et donc du plan Koch, aidez-moi. Fino Koch Koch, Fino, voilà, merci. KFC comme on l'appelle. Ah, je savais pas qu'on appelait KFC. Effectivement, très bon, très bon. Et donc voilà, qui eux ont plutôt misé sur un bateau qui va vite dans le sud, qui est très à l'aise dans la mer formée, mais qui forcément a des performances un tout petit peu moins bonnes que Massif sur les phases avec des angles plus serrés au près, ou des phases de mer plate. Donc le pari de Guillaume et Charlie était un petit peu gagné au moment du passage du Cap Horn, puisque il y avait une égalité parfaite au moment du passage du Cap Horn, et donc à partir de là, on savait très bien qu'il y avait un gros avantage pour le plan Verdier sur cette partie remontée de l'Atlantique. Ça ne veut pas dire que c'est forcément cette solution qu'il faut retenir, mais la vitesse aujourd'hui des bateaux fait que effectivement, ils passent finalement plus de temps en Atlantique que dans le sud, et que pour peu que dans l'Atlantique, dans le Grand Sud, ce qui a été un petit peu le cas, il y ait finalement peu de portants purs, mais des phases de reaching. Quand on est en avant d'un front, finalement la mer est relativement plate, et on est sur des angles un peu serrés, et c'est ce qui s'est beaucoup passé pour les trois premiers. Et du coup, finalement, peu de portants, donc peu de conditions où les designs purement portants ont pu vraiment s'exprimer. Donc un pari gagné sur cette édition pour ce type de design. Est-ce que ça sera la suite des designs à venir? Je sais pas. Mais voilà, moi je retiendrai ces deux aspects, l'ergonomie vraiment améliorée, et qui redonne envie de naviguer en IMOCA, hein, parce que les IMOCA de la génération 2020, notamment, moi j'avais navigué avec Maxime sur VNB, qui était le sister ship d'Apivia, et donc de l'Occitane sur cette édition. Waouh, c'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment dur. Très peu de visibilité à l'extérieur, des bateaux très durs dès que la mer est formée. Et à l'inverse, un bateau comme Malaysia, sur lequel j'ai navigué sur The Ocean Race, qui est vraiment hyper confortable et incroyable dès qu'on est au portant dans des conditions de mer importantes. Donc c'est chouette aussi de retrouver de la vision vers l'extérieur sur pas mal de design, et parce que être enfermé dans une boîte pendant 60 jours, ou comme le disait Laurent, 80-90 pour ceux qui sont un peu plus lents, c'est un vrai défi mental et physique, quoi. Tu as cherché pendant cette campagne toi-même à monter un projet Vendée Globe, hein, on en avait parlé plusieurs fois. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui est dans un coin de la tête? Est-ce que le Vendée Globe reste un rêve inassouvi pour toi? Oui, carrément, hein. Moi, ça fait depuis mon premier départ de Vendée Globe, un peu impliqué dans un team. C'était en 2010, celui de Marc Tiercelin sur DCNS, hein, donc qui est le bateau ensuite avec lequel, pas 2010, 2008, pardon. 2008, ouais. 2010, c'est la route du Rhum que j'ai faite sur ce bateau-là. Donc
regarder les copains partir et être impliqué, être skipper remplaçant et puis finalement ne pas partir, c'est toujours une frustration immense et en même temps aussi beaucoup de chance de faire partie de ce type de projet-là. Bien sûr que ça reste un rêve d'être au départ un jour d'un Vendée Globe. Maintenant, on a la chance d'avoir un sport multiple. On va parler d'Ocean 50 après. C'est des bateaux vraiment incroyables et je me régale de naviguer sur mon Ocean 50 Wind of Trust. Il y a plein d'autres choses à faire. Les Ultimes sont des bateaux incroyables. Même en IMOCA, une course qui me fait vraiment rêver aujourd'hui, à laquelle j'ai un tout petit peu goûté, c'est The Ocean Race. Voilà, ce tour du monde en équipage avec escale. C'est vraiment une expérience unique et incroyable. Donc, j'espère qu'un jour il y aura un Vendée Globe, mais s'il n'y en a pas, il y a des tas de choses à faire dans la voile et dans la course au large qui me font envie et qui promettent encore quelques années, quelques belles années en mer. Laurent, toi, tu as vécu un Vendée Globe de l'intérieur aux côtés de Thomas Ruyant. Tu t'es lancé maintenant à ton propre compte quelque part sur une carrière de course au large sur le circuit Ocean 50 la saison dernière. Est-ce que le Vendée Globe, est-ce que c'est pour toi peut-être un objectif, un rêve ou pas du tout? Écoute, c'est une question qu'on me pose souvent et je pense que oui, en tant que marin, ça reste un rêve, une idée, un objectif, évidemment. Après, moi, j'ai toujours eu l'attitude voilà, je me suis fixé des objectifs un par un. Ça a été la Mini Transat il y a quelques années. Après, ça a été la Solitaire du Figaro. J'étais dans le milieu à l'époque des Ormas, donc je rêvais de multicoque depuis en fait de 20 ans que je suis en Bretagne. Donc j'avais ce rêve de faire un jour un projet de multicoque en tant que skipper. Donc ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc voilà, je suis concentré à ça en ce moment et l'objectif ultime pour moi, c'est d'être au départ de la route du Rhum l'année prochaine sur mon bateau, mon bonnet rose. Et donc le Vendée Globe, je sais ce que c'est précisément parce que voilà, j'ai fait deux campagnes avec Thomas même. Il y avait celle de 2016 aussi avec le Souffle du Nord sur un bateau à dérive. Et puis là, d'avoir goûté une Jacques Vabre, j'avais vraiment envie de ça, de faire une transat en double sur un bateau performant. Alors celui de Damien, c'était un bateau refité, pimpé, on va dire, voilà, les premières foilers de 2016. Lui, c'était Safran 2 et qu'il a équipé de foils dernière génération. Et franchement, la transformation a été extrêmement bien réussie et bien gérée par l'équipe et par Damien qui a coordonné tout ça. Moi, j'ai aidé un petit peu pour que ça se passe bien en termes de timing sur l'année de la Jacques Vabre. Mais globalement, tous les choix qui ont été faits par l'équipe étaient très bons. Bon, il a malheureusement pas pu montrer le potentiel du bateau sur le Vendée par pas mal de soucis et de santé et techniques. Mais voilà, j'ai pu goûter un peu la performance des bateaux récents, en tout cas avec des foils immenses. Et en effet, comme l'a dit justement Chris tout à l'heure, ce bateau-là en particulier, c'était absolument atroce en termes de vie à bord parce que c'est des bateaux qui étaient encore très larges, beaucoup plus larges que les derniers qui sont sortis, les dernières carennes, très tendus, très plats. Et du coup, avec la vitesse des bateaux récents, le confort à bord était absolument catastrophique. Et c'est ce qui a vraiment été remis au centre de la place pour cette édition parce qu'en fait c'est pas tenable sinon. Enfin réellement, on voit même le matos ne tient pas. Il y a eu pas mal de casses, de pièces qui s'usent. C'est de la fatigue mécanique de pièces métalliques qu'on n'avait plus revues depuis des années en fait. Et aujourd'hui les fournisseurs, ça y est, ils en reviennent à mettre des durées de vie pour des pièces qui normalement avaient une durée de vie illimitée quasiment. Parce que les bateaux sont absolument, sont très violents. Donc aujourd'hui, voilà, les carènes passent un petit peu mieux et puis surtout, on remet du poids à bord pour du confort, ce qui avait été totalement l'inverse il y a quelques années. On coupait même les manches des brosses à dents et on enlevait les étiquettes des t-shirts pour les plus extrêmes. Mais bon, globalement, la chasse au poids était vraiment l'ordre du jour numéro un. Aujourd'hui, on n'hésite pas à remettre des dizaines de kilos dans des mousses absorbantes avec des vérins, etc. Et c'est plutôt bien. Ils ont tous
là, tous les marins ont des casques, alors différents types de casques. Avant, on avait un seul casque pour tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a un casque pour monter dans le mât, un casque pour aller matosser, un casque pour dormir. Enfin, voilà, des oreillettes pour pas se cramer les oreilles avec les vibrations. Enfin, c'est devenu une épreuve sportive et physique un peu particulière. Donc aujourd'hui, moi, ça m'a un petit peu effrayé, ça, quand j'ai vu cette escalade. Je me suis dit, bah, le Vendée Globe, si c'est ça, je vois pas vraiment l'intérêt, même si la course est fabuleuse. Ben voilà, d'avoir réussi à trouver des alternatives aujourd'hui, ça me redonne, on va dire, envie, peut-être plus tard. Mais pour l'instant, je suis concentré sur ce projet Ocean 50 et Objectif Route du Rhum, et c'est déjà un peu, c'est notre Vendée Globe à nous pour les multicoques, hein. Effectivement, un bon dossier. Bah, justement, on va parler de votre actualité et de cette classe Ocean 50. Laurent, toi, tu débutais donc l'an dernier sur le circuit à bord d'un des trois plus anciens bateaux de la flotte, hein. C'était un plan Irons Cabaret mis à l'eau en 2009 pour Lionel Le Monchois sous le nom de Prince de Bretagne. Quel bilan as-tu fait de ta première saison sur le circuit? Est-ce que tu y as trouvé ce que tu venais chercher? Alors avant de commencer, je voulais quand même dire, parce que les gens le savent pas forcément, mais c'est quand même avec Christopher que j'ai pu faire mes premiers 1000 en course sur les Ocean 50 en tant que tel, parce que j'ai fait une année de course avec Yves Le Blévec 10 ans avant, quand c'était encore la classe multi 50. La différence, c'est qu'il n'y avait pas de foil à l'époque. Et puis depuis que c'est les Ocean 50, on a changé de nom parce qu'il y a voilà, il y a des foils monotypes. Et donc c'est Christopher qui m'a proposé de venir naviguer avec lui sur il y a 2 ans, hein, déjà, sur le Pro Sailing Tour. Et voilà, donc je savais déjà, j'étais en cours de montage de projet déjà. Et voilà, c'est quand même à souligner parce qu'on est là aujourd'hui tous les deux à parler, et C'est vrai. on a fait nos premiers 1000 Hmm. ensemble. Et toi, t'es arrivé justement d'une étape de The Ocean Race, c'était absolument dingue à la Seine-sur-Mer. Ah ouais, c'était Euh, assez improbable parce que je ouais, sais pas si ouais, faut le raconter quand même parce que c'est assez Allez, sympa. ouais, raconte, raconte. bah, en fait, on avait fini l'étape de The Ocean Race entre Itajaí et Newport et ça avait traîné un peu en longueur. Et en fait, je suis arrivé à Newport 24 heures avant le départ de l'étape La Seine Bonifacio en Ocean 50. Et donc, les jours passaient et tout le monde disait non, mais ça va jamais le faire, on va jamais y arriver. Et puis, bah, c'est un truc de fou. En plus, l'avion a été retardé. Enfin, je suis arrivé sur le bateau avec Ronan Tressard qui avait convoyé le bateau depuis la Bretagne, préparé le bateau avec Laurent et toute l'équipe Marseille. Et je suis arrivé sur le bateau, je crois, 1 heure et demie avant le. Même pas, Ouais, ouais, même pas, une c'était heure une avant. demi-heure. C'était une demi-heure avant le Ouais, start. c'est ça. Une Ouais, Les demi-heure gens avant de le l'avion, start. quoi. Mais ouais. non, mais je savais même pas où étaient les boots. C'est-à-dire, je suis monté sur le bateau et je leur ai dit, bon, expliquez-moi comment ça marche, parce que moi, je débarquais complet. Et on avait fait une étape géniale avec vraiment, on a été au contact tout le temps. Je crois qu'on avait fait quatrième, il me semble, et on avait été en tête même à un moment donné. Enfin, c'était dingue. C'était vraiment un super souvenir et on avait passé vraiment un bon moment tous les trois à bord du trimaran Wind of Trust. Ouais. Voilà, donc en introduction, je voulais quand même rappeler ça. Et c'est vrai que, voilà, parce que c'était une belle aventure. Et puis, moi, ouais, ça a fini de De me te rassurer convaincre. sur le fait de me convaincre et de me rassurer sur le fait que c'était vraiment ce type de bateau que je voulais faire. Et puis, ben, tu vois, pour monter des projets comme ça, il faut mettre une énergie folle. Donc, faut pas se planter. Donc, voilà, ça m'a complètement rassuré sur le fait d'avoir envie de déployer cette énergie pour monter mon propre projet. Et, et voilà, donc c'est ce que j'ai pu faire depuis l'année dernière. C'est un chemin semé d'embûches, hein, c'est pas simple. C'est une classe qui est vraiment en avance sur son temps parce que c'est la seule qui a limité le nombre de bateaux dans la catégorie. Et ça, faut le souligner aussi parce que on le dit assez rarement. Et aujourd'hui, on est 11 bateaux. Il peut pas y en avoir un seul de plus. Alors c'est pour différentes raisons, mais notamment des raisons RSE, qui est d'éviter de fabriquer des bateaux tous les ans ou toutes les grandes éditions d'objectifs principaux dans les cycles de projet, et pour pousser à entretenir les bateaux, à les faire évoluer. Il y a des règles qui sont un petit peu plus restrictives aussi en termes de développement. Et finalement, on s'aperçoit que ça permet de garder
une valeur des bateaux plus importante. Et puis, donc ça permet de stabiliser un petit peu les projets là-dessus, et de rassurer, et puis d'être plus vertueux, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les courses sont très très belles, alors qu'on a des foils monotypes, alors qu'on a des bateaux là qui ont 15 ans d'écart entre le plus vieux et le plus récent, et que finalement, et moi j'en suis la preuve aussi, tu vois, le dernier Grand Prix de la saison dernière, je fais 4e à Sainte-Maxime, donc au pied du podium, et voilà, sur aujourd'hui, j'ai un bateau qui est plutôt taillé pour le large, pour le vent fort et la mer formée, pour le solitaire, donc ce qui est mon objectif. Je suis très content de ce bateau, mais sur le papier, je suis pas censé faire ce type de résultat en Grand Prix, et voilà, le jeu de la régate, et le fait qu'on soit 10, et du coup qu'il y ait de la bagarre et au start, et sur les choix, sur le plan d'eau, sur les choix météo tactique, et puis les règles de course, hein, parce qu'on se fait des passages aux bouées, voilà, où on est obligé d'abattre derrière les autres bateaux. Enfin, c'est de la vraie régate de petits catas de plage, hein, qu'on fait avec nos 50 pieds là. Et donc voilà, c'est une classe qui a trouvé un très bon équilibre, je trouve, entre limiter voilà ce nombre de bateaux, et puis faire des belles courses dans la durée, dans le temps. Donc du coup, pour ça, bah, c'est aussi un peu plus compliqué de se lancer, parce qu'il faut que tout s'aligne au bon moment, c'est-à-dire trouver les partenaires, le budget pour acheter un bateau, qu'il y ait un bateau disponible, qui soit dans les budgets qu'on a réussi à trouver. Et moi, ça s'est aligné quasiment, on va dire, à la fin de la Transat Jacques Vabre que j'ai fait avec Damien, au souci près que j'avais pas encore booké le budget, mais que c'était le dernier bateau à vendre. Donc je me suis un peu jeté dessus et pris des risques, en me disant, voilà, on va réussir à finaliser le budget. On avait pas mal de rendez-vous déjà programmés, hein, et de visio qu'on avait fait avec des belles entreprises. Et malheureusement pour nous, ben, il y a eu, je sais plus la date exacte, au mois de mai ou au mois de juin, là, dissolution de l'Assemblée, plus de gouvernement, puis tout ce qu'on sait depuis, avec voilà, un budget qui est pas voté, qui a été voté il y a quelques semaines, Trump qui passe, et qui voilà, bon, un climat qui est absolument désastreux pour l'économie, et du coup toutes les contacts qu'on avait avec les grosses entreprises sont forcément directement impactés par tout ça. Et nous, ça nous a stoppé net toutes nos discussions. Donc, on a réussi quand même à faire la saison, mais dans des conditions extrêmement limites. Voilà, j'ai mes 20 ans d'expérience et de bons copains qui m'ont servi, que ça soit et pour des équipiers pros qui sont venus gracieusement, et m'aider à préparer le bateau. Mais c'est vrai que pour la saison qui arrive, voilà, j'ai encore le bateau, je peux le conserver, mais par contre, il manque encore un bout de budget pour pouvoir s'aligner sur les courses qui arrivent, et surtout sur la Transat. Chris, toi, j'imagine que tu partages complètement ce que vient de dire Laurent, notamment sur le contexte économique qui est un peu compliqué, mais on va en reparler. Juste pour faire un petit retour sur la saison dernière, vous avez fait une nouvelle course, deux nouvelles courses d'ailleurs, Route des Terre-Neuve et Mad Max. C'est aussi l'intérêt de cette classe qui vous permet de voyager et d'avoir des parcours un petit peu différents des parcours traditionnels que l'on connaît sur les courses dans les autres circuits. Qu'est-ce que toi tu gardes de cette saison dernière, Chris, et notamment de la route des Terre-Neuve que vous avez réussi à terminer avec un bout de flotteur en moins? Bah, une saison qui pour nous a commencé à La Baule, enfin qui a commencé dans le sud, et puis qu'on voyage pour aller jusqu'à La Baule. Déjà c'était une première aventure d'être au départ. Je rejoins un peu, enfin même beaucoup Laurent dans le fait que lui comme moi, bah, quand on n'a pas d'argent, on a des amis. Et donc, bah, comme pour Bonnet Rose, j'ai pas mal d'équipiers pros qui nous ont rejoints gratuitement, et qui sont venus naviguer. Et puis toute mon équipe Marseille, beaucoup de partenaires techniques qui nous ont permis de s'aligner au départ des courses avec vraiment aucun moyen financier. Donc voilà, ça c'est vraiment incroyable, hein. Et je peux pas tous les citer là, mais en tout cas ils se reconnaîtront. Et puis cette aventure complètement dingue qu'on a vécue avec cette route des Terre-Neuvas, Saint-Pierre et Miquelon,
c'est une découverte. Enfin, moi, c'était vraiment quelque chose qui me motivait énormément de faire une transat qui n'existait pas, de faire une transat nord dans ce sens-là, et puis d'aller à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et franchement, on n'a pas été déçus. Là aussi, Laurent comme moi, on a passé notre semaine à Saint-Pierre-et-Miquelon à bricoler, lui à faire du composite, moi à démater un bateau et à trouver une pièce complètement improbable de hook, à réussir à l'usiner, et encore une fois, grâce au talent de Ronan Tressard notamment, et puis de toute l'aide des locaux à Saint-Pierre-et-Miquelon. On a fait un truc qui était déjà dur à faire en métropole là-bas, donc c'était dingue. Et donc déjà être au départ, c'était une victoire, et je crois qu'à quelques heures du départ, notre Starlink ne marchait toujours pas, on était encore dans les configs et on avait remis le mât seulement 20 heures avant le départ, donc c'était fou. Et puis après, la course, elle a tenu toutes ses promesses. On a tout eu sur cette transat de 6 jours, du vent fort, de la pétole, les bancs de Terre-Neuve. Enfin, c'était vraiment incroyable. Une blessure de Ronan qui s'est cassé les côtes sur un enfournement. Et puis, 24 heures plus tard, alors qu'on était à 250 000 de l'arrivée, le flotteur bâbord, la partie avant du flotteur bâbord s'est arrachée. Et donc, on a longtemps hésité entre aller à Brest, qui était l'endroit le plus rapide et sécu pour amarrer le bateau, ou alors essayer de terminer la course. Puis finalement, on s'est décidé à terminer la course, et là aussi, on l'a pas regretté parce qu'on a eu un accueil digne d'un dernier du Vendée Globe, avec toutes les équipes et toute l'ambiance à Saint-Brieuc pour nous accueillir. Et puis pour finir, hein, c'est un peu le sujet, enfin c'est un sujet un peu c'est une classe où il y a beaucoup de solidarité. C'est Thibaut Vauchel qui nous a invités, donc Robin Follin, Ronan Tressard et moi-même, à faire le Grand Prix de Saint-Brieuc sur son bateau, puisque lui, ses équipiers avaient dû partir sur d'autres sollicitations. Et donc, on a remporté le Grand Prix de Saint-Brieuc avec l'équipage Windhoek Trust à bord de Solidaire en peloton. Donc voilà, c'était c'est vraiment un de mes plus beaux souvenirs de mer et d'équipe, et beaucoup d'émotions. Et on a sorti de ça d'ailleurs un film qui est assez génial, qu'a fait, dont Clémence, qui est notre principale collaboratrice chez Marseille, a fait le montage. Et voilà, et à chaque fois que je le regarde sur des conférences ou quoi, j'ai énormément d'émotions, et beaucoup de fierté d'avoir pu participer à cette course et à cette première. Et puis après, du coup, on a effectivement pas terminé la fin de la saison, puisqu'on n'avait pas du tout ni le temps ni les moyens financiers et humains de réparer ce bateau. Donc j'ai réussi à ramener le bateau jusqu'à Marseille en mettant simplement un sorte de pansement au niveau de l'étrave. Là aussi, avec de l'aide des copains à Lorient qui m'ont aidé le soir après le boulot pour faire ça. Et puis depuis, le bateau est à Marseille, et on est dans cette quête de financement, avec cette perspective, ce goal ultime qui est d'être au départ de la route du Rhum en 2026. J'espère aussi sur le circuit en 2025. En tout cas, on fait tout pour. Et voilà. Donc, Concrètement, aujourd'hui, concrètement, vous en êtes où avec le bateau et sur les réparations? Vous avez commencé quelque chose ou vous en êtes où concrètement? Oui, la réparation de l'étrave, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas monumental non plus. Ce qui a d'important à faire sur ce bateau-là pour qu'il soit compétitif, c'est un vrai refit complet, qui pourrait vraiment lui permettre de jouer aux avant-postes, en tout cas sur des courses au large, type Route du Rhum ou Transat Jacques Vabre. Donc c'est surtout ça qu'on essaye de financer. Néanmoins, effectivement, on a le bateau qui est à terre, et donc on a procédé au check classique qu'on fait en hiver. Et puis on a effectivement la réparation de l'étrave qui est en train de commencer. Donc faire la pièce, et puis ensuite on va venir la greffer. Mais pour l'instant, on essaie surtout de se concentrer sur le fait de réussir à financer la suite de l'aventure, parce que si on n'y arrive pas, il faudra se séparer du bateau. Et clairement, voilà, faire cette route du Rhum en particulier, moi, me fait rêver depuis très longtemps. C'est pour cette course que j'ai voulu faire de la course au large. Donc on est surtout centré sur ces sujets-là. Et en même temps, on est arrivé un petit peu au bout de. Laurent connaît le sujet. On est arrivé un petit peu au bout de ce qu'on peut faire, nous, avec notre petite structure Marseille, en termes d'autofinancement.
on a autofinancé depuis maintenant 1 an et demi, presque 2 ans. Et donc là, on peut plus autofinancer mettre nos équipes Marseille à disposition de ce projet-là. Donc il faut vraiment trouver des investisseurs, des partenaires pour continuer l'aventure. Bon, et est-ce que comme Laurent, tu constates que le contexte économique, le contexte même mondial, international, dont parlait Laurent tout à l'heure, rend les choses plus compliquées? Est-ce que ça fait longtemps quand même que tu cherches du budget? Avant c'était pour l'IMOCA, maintenant c'est pour le Ocean 50. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus dur, que les portes s'ouvrent moins facilement? Comment tu juges un petit peu ce contexte? Je suis pas économiste, je sais pas si c'est plus dur, moins dur. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'il y a un contexte qui est hyper incertain, assez anxiogène et qui fait il y a beaucoup de décisions qui sont reportées ou de budgets qui sont gelés. Ça, c'est assez clair. Néanmoins, que ce soit dans la voile, en particulier ou dans le sport en général, on voit qu'il y a des deals qui se signent, qu'il y a des choses qui se font dans le monde du sponsoring. Donc je pense que c'est à nous de redoubler d'efforts et puis de provoquer la rencontre qui va faire la différence. Je pense qu'on a quand même eu encore une fois l'impact incroyable du Vendée Globe qui est toujours porteur, et puis cette route du Rhum qui arrive finalement très vite, qui est toujours un événement sur lesquels les entreprises veulent être présentes. Donc je pense qu'on ne peut pas parler d'un contexte complètement défavorable, mais qui est quand même néanmoins compliqué, et en tout cas dont nous, pour l'instant, on n'a pas su trouver les clés pour convaincre un ou plusieurs partenaires de nous accompagner dans cette aventure. Et le budget que vous recherchez aujourd'hui, ça serait ne serait-ce que pour faire la saison 2025, et c'est de l'ordre de quoi? Tu peux nous rappeler? Bah, les budgets Ocean 50, ils sont assez connus aujourd'hui, hein. Les plus petits budgets tournent autour de 500 000 € annuels. Enfin, quand je dis les plus petits budgets, je parle pas de Laurent et moi, puisque nous, on tourne avec 0 €. Mais, mais les budgets, voilà, corrects tournent entre 500 000 € de fonctionnement annuel, intégrant ou pas l'amortissement du bateau, et jusqu'à 1,2 million, 1,3 million pour les plus grosses équipes. Je crois que c'est ce qu'ont annoncé Interinvest et Ouais. voilà, donc c'est ça les budgets. Et puis après, il y a comment tu continues à développer ton bateau. Nous, en l'occurrence, on a vraiment besoin de remettre de l'argent pour optimiser le bateau et faire qu'il soit compétitif. Et là, on parle d'un budget de 300 à 500 000 €. Ouais, on rappelle que ce bateau est aussi de 2009, hein, c'était un plan Exactement, VPLP Crêpe Wahoo 3 qui avait été mis à l'eau pour Francky Vescoffier à tout l'époque. à fait. Laurent, toi, tu cherches aussi du budget, comme tu viens de dire. Tu viens de lancer une initiative justement pour chercher du budget, une espèce de loterie ou tombola, je sais pas comment on va appeler ça. Raconte-nous un petit peu comment t'es venue l'idée. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, alors du coup, moi j'ai, on va dire peut-être un tout petit avantage par rapport à Chris. Enfin, c'est que j'ai quand même démarré le projet avec deux petits partenaires, plus des partenaires techniques euh, qui vraiment nous soutiennent et qui prennent une petite part du matériel qu'on doit acheter. Qu'on a démarré le projet comme ça et on a toujours leur soutien. Donc ça, c'est un élément important de le souligner et puis de les remercier. Sans ça, on serait pas là déjà. Et puis voilà, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait intéresser en fait les gens à venir avec nous, parce qu'en effet, on cherche quand même encore des budgets conséquents, que les grosses entreprises qui pourraient mettre ces budgets-là, elles toutes seules ou à deux partenaires, enfin deux copartenaires. Aujourd'hui, les grosses entreprises sont frileuses avec la conjoncture, donc on a réfléchi à une idée pour intéresser des boîtes plus petites, voire même des toutes petites entreprises. Et on s'est dit, on a repris l'idée, pas de moi, on a repris l'idée qui avait été faite en mini et sur d'autres circuits déjà, de proposer une espèce de tombola, en effet. Alors c'est un peu plus technique que ça parce qu'on est sur des volumes financiers plus importants et du coup on a voulu étudier tout le concept. Donc on est passé par des avocats fiscalistes, on est passé par des juristes et des huissiers. Donc on fait ça vraiment dans les règles de l'art, mais globalement aujourd'hui c'est chaque personne qui rentrent dans le projet en tant que partenaire. En fait, on a fait un ticket d'entrée pour des partenaires qui étaient tout petits, dans lequel il y a des contreparties. Ça passe par
un petit autocollant sur le bateau pour montrer qu'on est quand même présent pour le partenaire, un nombre de sorties pour des personnes de l'entreprise ou des invités, les droits d'image. Enfin voilà, il y a toute une liste comme ça qui permet en fait pour ce petit montant de 5 000 euros qu'on a identifié être le bon format. Ça permet aujourd'hui à une boîte d'être partenaire du bateau et de prendre tous les avantages d'être partenaire du bateau, quel que soit son montant, de les inviter aux événements qu'on va programmer. Nous, on est soutenu, on représente une cause qui est importante avec Mon Bonnet Rose et pareil, on a 1000 idées qui sont déjà notées sur le papier et qu'on n'a pas pu mettre encore en place parce que tant que le projet sportif n'est pas financé et périn, en fait, on peut pas créer les événements qui sont réellement autour. Mais par contre, déjà, toutes les idées sont en place et on a beaucoup d'ambition pour... voilà, notre concept, c'est de pouvoir emmener des femmes qui sont en rémission sur le bateau pour leur faire vivre une expérience un peu unique, les emmener proche de la mer sur nos événements. Et puis, on a l'objectif de fédérer autour de ça, de libérer la parole, que ce soit pour celles qui sont malades, mais aussi pour leurs proches, leurs accompagnants. Donc voilà, on a beaucoup d'objectifs et c'est vrai que tant qu'on n'est pas à l'aise financièrement sur le projet sportif, on peut pas déployer tout ça. Donc on s'est dit que de pouvoir mettre une petite participation pour même une TPE et de rentrer dans ce projet qui, voilà, tout le monde nous dit qu'on a globalement l'adhésion de tout le monde hein, avec et notre projet sportif et notre projet sociétal. Là aujourd'hui on donne les moyens de le faire, voilà, avec cette espèce de tombola. Donc n'hésitez pas, allez sur mon LinkedIn, il y a les liens qui sont un petit peu partout. Je fais beaucoup de posts en ce moment, j'espère que je saoule pas trop de monde avec ça, mais malheureusement on est obligé d'avoir de la récurrence pour que ça tombe, comme disait tout à l'heure justement Chris, devant la bonne personne au bon moment. Et c'est vrai que les chefs d'entreprise sont pas en permanence sur les réseaux, nous c'est notre principal moyen de communiquer. Et du coup, on est obligé de remettre les mêmes messages régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Voilà, chacun un peu son rythme, mais c'est important que ce message-là passe devant la bonne personne, qui clique sur le lien et qui vienne s'inscrire. Et après, on rentre en contact, on raconte notre histoire et il y a un lien physique qui se fait. Et c'est comme ça que les projets se montent. Hein. C'est des histoires humaines hein, qu'on partage avec avec nos équipiers, avec là moi dans mon cas avec l'association, avec toute l'équipe de l'association, les adhérentes, avec nos partenaires. On vit des choses incroyables, on aime les partager parce que on est des passionnés et puis on aime partager nos histoires de mer et nos histoires d'entrepreneurs aussi parce qu'aujourd'hui on est aussi chef d'entreprise entrepreneur et qu'on vit exactement les mêmes choses que quelqu'un qui monte une start-up ou une entreprise. Donc on a beaucoup de choses à partager dans ces projets et c'est des bateaux qui sont assez géniaux, qui sont très visuels, qui permettent d'emmener des invités aussi à bord. Ça pareil, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est la seule catégorie qui permet pendant les Grands Prix d'inviter des personnes à bord du bateau pendant les courses. Contrairement aux autres qui emmènent leurs invités hors course. Là, nos invités, ils n'ont pas le droit de manœuvrer, mais par contre, ils vivent un départ de course au contact avec des bateaux qui sont tellement proches des fois, tu te demandes comment ça se touche pas. Ils voient la tension de l'équipage et les manœuvres quand ça s'énerve un petit peu et qu'il y a la tension qui monte. Et c'est une expérience assez dingue qu'on propose à nos invités et nos partenaires un petit peu premium. C'est assez unique dans le monde de la course au large, donc faut pas hésiter à venir nous rejoindre. Il y a de la place dans le sud pour le bateau de Chris et puis sur le mien un peu plus sur la façade Atlantique Manche. Mais n'hésitez pas à venir parce je pense que tous les deux on a de l'expérience et on a montré qu'on pouvait faire des belles choses. Donc ça serait chouette que ces 2 bateaux puissent continuer à naviguer sur la Transat Café l'Or maintenant, c'est plus la Jacques Vabre. Exactement. Voilà. Et puis la Route du Rhum l'année prochaine, en effet, qui nous fait rêver depuis qu'on est tout petit. Moi, pareil, j'ai ça en tête depuis, je crois, mes 13 ans ou 14 ans. Bon, le message est passé. Est-ce que depuis que tu as lancé cette souscription, il y a déjà eu il y a eu des gens qui ont souscrit, écoute, il y a des gens qui ont souscrit. Il y a
En toute transparence, aujourd'hui, il y a 3 personnes qui ont souscrit, qui sont allées au bout de la démarche, c'est-à-dire avec la facture qui va au bout, le fait de se taper dans la main, réfléchir à ce qu'on va faire cette année, qui font confiance et puis qui vont en parler aussi autour d'eux. Et puis il y a 7 autres personnes avec qui j'ai fait des visios et qui pourraient être des partenaires un peu plus conséquents que juste le ticket de loterie. Donc ça prend un petit peu plus de temps d'études, mais en tout cas les dossiers sont partis et voilà. Puis il y a d'autres demandes qui sont en train d'arriver que je traite au fur et à mesure. Donc écoute, pour l'instant, ça fait que 3 semaines et euh, ça démarre correctement. On s'est laissé jusqu'au 19 juin, qui est la date du tirage au sort, qui sera entre les 2 premiers Grands Prix. La saison aura démarré. Et donc on se donne encore un gros mois et demi là pour voir vraiment si on réunit le budget minimum pour partir. Mais pour l'instant, on est plutôt confiant. Christopher, toi, est-ce qu'il y a une deadline? Tu disais que bon, l'idée, c'est de pas mettre en péril non plus ta société, hein. Tu as une affaire à faire marcher aussi à côté à Marseille. Est-ce que tu te donnes une deadline et après tu passes à autre chose? Bah, passer à autre chose, c'est enfin, c'est un grand mot, mais en tout cas, la deadline, elle est qu'effectivement, il y a les premiers actes, il y a cette transat Jacques Vabre cette année en 2025, mais Café il y a l'or, tu aussi. vas te faire Café taper sur l'or, les café doigts. l'or. Tu vas te faire taper sur les doigts. Ouais. Eh ben, mais j'ai toussé, c'est pour ça, je voulais dire Café l'or. Il y a cette transat Café l'or en fin d'année, mais surtout, il y a la perspective de cette route du Rhum. Et de toute façon, pour être au départ de la route du Rhum dans de bonnes conditions, il faut signer un partenaire dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc finalement, la décision, elle va arriver un petit peu comme Laurent avant le printemps. Entre, on a réussi à financer tout ou partie du projet, ou à l'inverse, on n'y arrive pas et auquel cas, on cédera le bateau. C'est important de noter que voilà, moi j'ai beaucoup comme beaucoup de gens d'ailleurs dans cette classe, on a beaucoup d'affection pour ce bateau, qui est un bateau qui a un petit peu tout gagné. Que ce soit, je crois que c'est 2 routes du Rhum, 3 transats. À l'époque, c'était la Transat Jacques Vabre, excusez-moi. Ouais, là, tu peux le dire. Et voilà, moi je veux pas que ce bateau reste dans cet état et sur un parking. Je veux qu'il navigue. Si c'est avec moi, tant mieux. Mais si ça doit être avec quelqu'un d'autre et qu'il retrouve son plein potentiel, j'en serais très content aussi. Donc on peut pas dire qu'il y a une deadline de fixer, mais en tout cas, ça va arriver de toute façon avant le printemps, de savoir si on s'oriente vers une poursuite du projet ou si on va voguer vers d'autres horizons, mais il y aura peut-être aussi d'autres choses derrière. Justement, est-ce qu'il y a des plans B? Toi, on sait que tu as beaucoup d'expérience en IMOCA. Il y a une saison assez chargée en IMOCA, en équipage, avec notamment The Ocean Race Europe cet été, la Transat Café l'Or éventuellement, si tu l'as fait pas en Ocean 50. Est-ce que tu as déjà pensé à des plans B, activer des contacts? Est-ce qu'on prépare la suite et on se prépare à une éventuelle non-poursuite du projet Ocean 50? Alors, déjà, je suis pas un gros spécialiste du mercato et je suis pas du genre à appeler tous les teams pour leur proposer mes services. Donc, c'est plutôt. J'ai eu la chance, en tout cas, que dans mon parcours, ça se passe plutôt dans le sens inverse. Donc, oui, il y a des discussions, notamment pour l'instant en ce qui concerne The Ocean Race Europe. Comme je te disais, The Ocean Race, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est la première étape pour aller ensuite sur The Ocean Race Monde en 2027. Donc ça, c'est quelque chose où j'essaye voilà, de m'impliquer dans un team sur le long terme. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on discute avec plusieurs équipes. Et par contre, il y a pas de discussion encore engagée pour la Transat Café l'Or et je me laisse le temps de voir comment les choses évoluent. Là aussi, hein, les choses, j'ai l'impression, changent. Il y a tout se fait beaucoup plus tard. Donc voilà, je sais pas, il y aura des opportunités ou il y en aura pas, mais en tout cas, pour l'instant, il y a rien de fait, que ce soit, enfin, sur le circuit IMOCA. Et toi, Laurent, quel est le budget minimum dont tu parlais tout à l'heure pour lancer ta saison? Et est-ce que toi aussi, tu réfléchis à d'éventuels plans B? Écoute, nous, concrètement, il nous manque entre 300 et 400 000 euros pour pouvoir être assuré, voilà, de participer à l'ensemble de la saison avec la Café l'Or.
Si on a plus, ça nous permettra d'être plus performants, hein, concrètement. Mais avec ce montant-là, on saura être déjà bien présent et montrer ce qu'on a à montrer comme on a pu le faire l'année dernière. Et après, concernant les plans B, je me suis un peu refusé de penser ou réfléchir à des plans B pour le moment parce que j'ai lu pas mal de choses sur certains grands entrepreneurs qui te disent que si tu penses à des plans B, tu as déjà perdu. Donc je suis en train un peu de jouer au poker et faire tapis, quoi, comme on dit. Je mets tout ce que je sais faire et tout le temps, l'énergie que j'ai, je la mets pour réussir ce projet. Si ça réussit pas, à ce moment-là, on réfléchira à faire autre chose. Mais pour l'instant, non, j'ai aucun plan B pour faire en sorte que ça marche. Donc, si vous entendez ce message, contactez-moi et on fera un beau projet. All in, all in. Voilà. Voilà, tapis du côté de Laurent, tapis aussi du côté de Christopher. Si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. On passera l'info à Laurent et à Christopher. Messieurs, merci beaucoup. On espère bien vous retrouver sur le circuit cette saison et que vos recherches vont aboutir dans les prochaines semaines. On vous souhaite une bonne continuation et surtout vous voir au départ de la route du Rhum en 2026 en Ocean 50. Il y aura un super plateau, hein. Je crois qu'il y aura les 11 bateaux du circuit qui seront au départ. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 205e épisode de Pause Report. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!